Salut par ici, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé et ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Pour tout vous dire, j'ai pas filmé grand chose je crois en octobre, enfin même en novembre. Je me souviens avoir publié une vidéo avec mes favoris de l'automne, c'était il y a un peu plus d'un mois à peu près. Et puis après en novembre, j'ai énormément bossé sur la vidéo du vlog du Japon, qui m'a pris pas mal de temps niveau montage. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. Et puis voilà, aujourd'hui on était dimanche et je me suis dit que ça faisait vraiment longtemps que j'avais rien filmé, que j'avais pas pris le temps de vous faire un petit update lecture. Et donc même s'il est 18 h, qu'il fait nuit noire dehors, j'ai pris ma caméra, j'ai allumé toutes les lumières possibles du salon et je me suis dit, allez c'est parti, let's go, on se fait un petit update lecture. Donc aujourd'hui, pas de thématique particulière, mais plutôt une succession de différentes lectures que j'ai faites. On va commencer avec, je pense, la plus ancienne, qui est une lecture graphique, qui est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Glénat. Ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'était juste une réception service presse. Et j'ai donc reçu Une nuit avec toi. Je ne saurais pas bien prononcer, je pense, le nom de l'autrice, qui est Maran Ashrashian. Je suis pas sûr de la prononciation. Mais en tout cas, c'est une BD, un roman graphique, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans Une nuit avec toi, on va suivre l'histoire de Brune, qui est une jeune parisienne, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle doit avoir, voilà, entre 23 et 27 ans, je pense. Et Brune, comme je pense beaucoup de parisiennes, comme beaucoup de françaises, comme beaucoup de femmes dans le monde, elle est sujette au regard des hommes, au harcèlement de rue, enfin, harcèlement, drague de rue, appelez ça comme vous voulez. Moi, je vois ça comme du harcèlement. Mais voilà, on va dire que Brune est une jeune femme comme les autres, parce que je pense que vous êtes beaucoup, là, les filles, les femmes qui me regardez, à avoir du mal à sortir de chez vous sans vous faire harceler par tous ces hommes dehors. Et on va voir un petit peu, au début de la BD, le quotidien de cette jeune femme, voilà, sous les regards des hommes, sous les sifflements, sous les Mamselle, t'as un 06, tout ça. Et puis Brune, un soir, elle va aller à une soirée à laquelle son copain aura pas très envie de venir parce qu'il est un peu fatigué. Et c'est là que les choses vont mal tourner pour Brune, puisqu'elle va se faire raccompagner chez elle par un homme qu'elle pensait être son ami, sauf qu'elle va rapidement se rendre compte que, bien sur la route, cet homme ne va pas du tout chez elle, mais qu'il va plutôt chez lui, donc elle se demande pourquoi est-ce qu'on va chez toi. Et à partir de là, l'histoire va virer au drame, va virer au cauchemar. Je vais pas vous dire explicitement ce qui se passe, parce que déjà ça serait du spoil, parce qu'il va se passer quelque chose, mais pas forcément la chose à laquelle vous pensez. Et à partir de cet événement, de cette nuit à glacer le sang, eh bien, la vie de Brune va être bouleversée à jamais, et elle va être propulsée dans un enchaînement de péripéties qui la dépassent complètement. Et je ne peux pas trop vous en dire plus sans vous casser un petit peu tout le plot du livre. Mais vous l'avez bien compris, ce livre donc va parler de patriarcat, de harcèlement, de viol, ou du moins de tentative de viol. Et puis on va parler aussi de la remise en question de la parole des victimes, du fait que, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, les femmes, les victimes, seront bien souvent jugées, seront bien souvent considérées comme seules fautives de leur sort. Et voilà, c'est une BD qui m'a glacé le sang, c'est une BD très lourde à lire, il y a une ambiance extrêmement pesante, et ce, dès les premières planches jusqu'à la dernière. Et ce qui est dingue, c'est que l'autrice arrive à nous poser cette ambiance pesante et angoissante avec des cases qui ont extrêmement peu de texte. C'est une BD qui n'est pas muette, parce qu'il y a des dialogues, il y a du texte, mais l'accent est vraiment mis sur la mise en scène, le dessin. On a l'impression de regarder un film parce qu'on a presque un mouvement de caméra, on a des plans fixes, on a des cases qui s'attardent sur des tout petits détails du quotidien, sur les tout petits détails d'un appartement, les bibelots, les cadres, le tapis, le verre de vin qui est posé sur la table, alors que quelque chose d'horrible est en train de se produire dans cet appartement. On joue beaucoup sur le champ hors champ, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment dessiné avec beaucoup de talent. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré la BD autant qu'elle m'a dégoûté, autant qu'elle m'a répulsé, mais j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien, avec une portée, voilà, très féministe, qui va venir encourager à arrêter de remettre en cause la parole des victimes. Là-dessus, je ne vous en dirai pas plus, parce que voilà, je veux pas vous gâcher le plaisir de la surprise, mais je vous recommande très fortement cette lecture. Et surtout, les événements qui se produisent ne sont pas les événements auxquels vous vous attendez au moment où je vous en parle.
Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais il y a beaucoup de surprises. C'est vraiment très bien. Par contre, vous l'imaginez bien, attention, trigger warning, si vous êtes concerné par voilà, les agressions, la trahison d'hommes que vous pensiez être vos amis et qui vont chercher à vous faire du mal, bref, si tous ces sujets vous pèsent un peu trop et que ce sont des sujets un peu trop difficiles, ne vous lancez peut-être pas. Hein, on va peut-être éviter de se traumatiser en pleine période hivernale, Noël, tout ça. C'est pas une BD très good vibes, mais voilà, je vous la recommande vraiment quand même parce que c'est une BD importante, je pense. Et pour continuer dans des vibes un peu spooky, alors que on est en pleine période hivernale, j'ai lu le mois dernier La boîte en os de Antoinette Pesquet. Et non, ce n'est pas la femme de Thomas. Oh putain, je suis drôle. La boîte en os de Antoinette Pesquet, c'était le livre qui était au programme de la lecture commune du book club de Paper Palace, donc durant le mois de novembre, je dis bien, hein. Octobre ou novembre? J'ai comme un doute. Bref, c'était au programme du book club de Paper Palace. La boîte en os, c'est un roman gothique qui est assez ancien puisque Antoinette Pesquet est née en 1904, elle est décédée en 1985 et elle a publié ce livre en 1941. Donc voilà, ça date un peu. Et même si ça date, eh bien ce roman n'a absolument pas perdu de sa saveur et de sa superbe. Moi qui aime vraiment beaucoup les romans gothiques, j'ai été ravi de plonger dans ce roman déjà assez court, puisque ça se lit vraiment vite, ça fait 208 pages, et qui plus est, un roman français. J'ai oublié le nom du protagoniste, ça va être problématique. Dans ce roman, on va suivre un homme, dont j'ai oublié le nom, qui a fait ses études en Angleterre et à cette époque qui est devenu très très proche d'un autre jeune homme qui s'appelle John. Il s'avère que notre narrateur nous dit que malheureusement il a perdu de vue un petit peu son ami John lorsqu'il est reparti vivre en France et malheureusement à l'occasion d'un de ses retours en Angleterre, il a voulu rendre visite à John et il a appris que John était interné dans un hôpital psychiatrique. Il est allé le voir et il s'avère que John était devenu complètement fou, aveugle, voilà, c'était une autre personne. Et au début de ce roman, en fait, on suit notre narrateur qui est de retour une fois de plus en Angleterre, je ne sais plus pour quelle raison, mais voilà, il est de retour à Londres et il va croiser par hasard John, qui n'est plus fou, qui n'est plus aveugle, et qui est redevenu l'homme qu'il était quand il était plus jeune, quoi. Notre narrateur, notre protagoniste, il va être assez surpris de ce revirement soudain de situation, et donc John va lui dire, écoute, viens chez moi, et puis je vais te raconter mon histoire, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Et assez rapidement, alors que John raconte son histoire, notre protagoniste va se dire que John n'est peut-être pas si sain d'esprit que ça, peut-être qu'il est en danger, peut-être qu'il cache de sombres secrets, je ne peux pas trop vous en dire, mais voilà, c'est un roman très atmosphérique, plein de mystères, qui parle d'amour, d'obsession, de folie, et de jusqu'où est-ce qu'on peut aller par folie et par amour. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très prenant, très bien écrit, je me suis plongé dedans comme ça, corps et âme. Je l'ai terminé en quelques jours à peine, alors que je suis pas un lecteur très très rapide. Je l'ai embarqué un petit peu partout avec moi. Et il y a de nombreux passages que j'ai soulignés pendant ma lecture, que j'ai trouvé très très bien écrits. Bref, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé voilà très atmosphérique. Et moi, vous le savez, j'aime vraiment beaucoup les romans comme ça, un peu à ambiance. D'autant plus quand c'est un petit peu sombre et gothique comme ça. Et on va dire que si la première moitié du roman m'a beaucoup plu, m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé que la fin peut-être tirer un petit peu trop en longueur, même si j'ai beaucoup aimé la fin et la manière dont tout le récit se dénouait à la fin. C'est un récit qui est aux frontières du fantastique parce qu'on va jouer avec des apparitions, avec des fantômes qui ne le sont peut-être pas. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la folie? Qu'est-ce qui est de l'ordre du surnaturel? Jusqu'à la fin, on ne nous le dira pas vraiment, mais j'aime vraiment beaucoup cette littérature toujours teintée de mystère. Je ne sais pas ce que Antoinette Pesquet a écrit d'autre, mais si je retombe sur d'autres de ses ouvrages, je pense que je les lirai avec grand plaisir. Et dans tous les cas, si vous êtes amateur ou amatrice de littérature gothique, eh bien c'est un titre que je vous recommande bien chaudement. Bon, et on en a peut-être un petit peu marre d'être aussi enjoué par des lectures, et si je vous parlais d'une désillusion?
Si je vous parlais d'un livre que je n'ai pas trop apprécié, à mon grand dam, parce que j'avais beaucoup d'espoir en ce livre, et finalement, ça ne l'a pas fait. Vous vous en souvenez peut-être, mais au mois de septembre, j'avais lu Seul un monstre, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était un récit young adulte de fantasy, urban fantasy, qui parlait de voyage dans le temps. Et de familles de monstres qui avaient chacun un pouvoir familial, bref. J'avais trouvé ça vraiment très très sympa, malgré ses quelques défauts. Et je m'étais dit que je lirais la suite avec grand plaisir. Il s'avère que les éditions Lumen m'ont fait parvenir le second tome, qui s'intitule donc Jamais un héros. Et ça fait longtemps que je dois vous en parler, mais j'ai pas pris le temps de le faire avant. Et malheureusement, ce récit, eh bien, ça a été un non pour moi. Ça n'a pas été une bonne lecture. Voilà, j'ai pas trop apprécié. J'avais de très grands espoirs pour ce tome 2 parce que je m'étais dit que si ça restait sur toutes les bonnes idées du tome 1, en corrigeant tous les défauts qu'il pouvait y avoir, ça allait être vraiment génial. Et il s'avère que tous les défauts du premier tome sont présents dans ce second tome et que l'histoire est bien en dessous du premier. Du moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je vais pas vous faire trop de rappels de l'histoire parce que le but c'est pas non plus de tout vous spoiler, mais dans le premier tome, on suivait une jeune fille qui s'appelle Joanne et qui fait donc partie d'une famille de monstres, donc ces familles qui possèdent un pouvoir familial qu'ils transmettent un petit peu de génération en génération. Et toutes les familles de monstres ont une même habilité un petit peu commune, qui est celle de pouvoir voyager dans le temps en volant du temps de vie aux mortels. Dans le premier tome, Joanne, elle découvrait qu'elle faisait partie d'une famille de monstres, elle découvrait son pouvoir familial, elle découvrait qu'elle avait un pouvoir assez particulier en elle parce que Joanne est un genre de sang mêlé, puisqu'elle est mi-monstre, mi-humaine, puisque sa mère est anglaise et sa mère fait partie d'une famille de monstres, et son père est chinois et fait partie d'une famille, tout ce qu'il y a de plus mortel. Et voilà, dans le premier tome, Joanne, elle découvrait ses pouvoirs, elle les rejetait parce qu'elle trouvait ça horrible de devoir voler du temps de vie à des mortels pour pouvoir voyager dans le temps. Et dans tout le premier tome, elle essayait de sauver sa famille d'un grand cataclysme qui aurait pu tuer toute sa famille. Je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler toute l'histoire. Et au début de ce second tome, on retrouve donc Joanne qui a foutu un sbeul pas possible dans la ligne temporelle et qui se fait un petit peu rappeler à l'ordre par certaines autres familles qui vont la pourchasser en espérant pouvoir tout remettre comme c'était avant. Vraiment, ce résumé, il est hyper bancal, mais c'est compliqué de vous en parler sans tout spoiler. Tout ça pour vous dire que ce second tome, il démarrait très bien, parce qu'on retrouvait Joanne là où on s'était arrêté à la fin du tome 1, en se disant « Ok, c'est bon, c'est cool, elle a réussi à remettre de l'ordre partout », et assez rapidement, on se rend compte qu'en fait, elle a foutu un bordel pas possible, et elle va passer son temps à se faire courser par les méchants, en gros. Et c'est bien ça, en fait, tout le problème de ce second tome, c'est que Joanne passe son temps à se faire pourchasser, et à courir. Et vraiment, c'est une accumulation de scènes de « Ah non, on se fait pourchasser, au secours, je m'enfuis, je trouve des alliés. Ah non, les méchants sont là, je m'enfuis, je retrouve d'autres alliés. » En boucle. En boucle, et on n'apprend rien. Et on n'apprend rien sur l'univers. Vraiment, c'est une succession de scènes de fuite et de petits indices sur des choses qui peuvent potentiellement nous attendre dans la suite de l'intrigue. Sauf qu'au bout d'un moment, à trop nous tenir la carotte, on s'éloigne du chemin. Enfin, moi, vraiment, j'ai pas eu envie de continuer l'autoroute de la fuite en me disant, est-ce qu'un jour je serai récompensé ou non? Parce que vraiment, j'ai trouvé que ça tirait très très fort en longueur. Quand on arrive à la moitié et qu'on s'est farci 400 pages et qu'on n'a toujours pas de grandes révélations, on se dit, ouais, c'est un peu compliqué là. Et s'il n'y avait que ça comme, comme point négatif, je vous aurais dit, c'est pas grave, il suffit de s'accrocher un petit peu jusqu'à la fin, mais il s'avère que au niveau de la narration, il y a énormément de problèmes, et je ne sais pas si ça vient de là où le traducteuriste s'est traduit par Mathilde Tamaï-Bouon. Donc je ne sais pas si la lourdeur de la narration vient de la traduction, ou alors si ça vient de l'autrice, mais ce texte est affreusement lourd et affreusement compliqué à lire, déjà parce que ça se répète énormément. Je vous l'avais déjà dit, je pense, mais dans le premier tome, notre héroïne est très souvent caractérisée comme étant la jeune sino-britannique.
parce que son père est chinois, sa mère est britannique. Et donc, au lieu de répéter Johan toujours, Johan fit ceci, Johan fit cela, eh bien, la traductrice ou l'autrice a pris parti et s'est dit, bon ben, je vais la désigner comme étant la jeune sino-britannique. Mais ça, 15 fois par chapitre. C'est d'une lourdeur déjà abominable, et surtout, c'est assez gênant dans la lecture, parce que ça n'a absolument aucun intérêt de nous rappeler sans cesse ses origines ethniques. Parce que, encore, ça serait fait de manière à soulever une différence culturelle. Par exemple, Johan se retrouva devant un Français qui faisait grève, la jeune sino-britannique ne comprenait pas cette manière de faire. Là, c'est ok, parce qu'on met en exergue le fait que faire la grève, c'est très français, et que être chinois et anglais, eh bien, y a un truc qui fait qu'on comprend pas le principe de la grève. Je simplifie les choses. Mais là, vraiment, c'est la jeune sino-britannique courue et se cogna contre un mur. La jeune sino-britannique avait mal à l'épaule. La jeune sino-britannique reprit quand même la route. Non, vous pouvez dire elle, vous pouvez dire Joanne, vous pouvez dire la jeune fille, mais cessez de répéter en boucle ses origines. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément gêné durant ma lecture, et toujours en parlant de répétition, eh bien j'ai trouvé aussi que la narration se répétait énormément au niveau des informations que l'on a en tant que lecteur. Pour vous faire simple, il m'est arrivé de très nombreuses fois de me rendre compte que, genre sur une double page, eh bien, plus de la moitié des paragraphes nous racontaient la même chose, mais d'une manière différente. Et donc, parfois, vraiment, durant 1, 2, voire 3 pages, on a une succession de paragraphes qui font le point sur où en est l'héroïne, mais ça se répète. En fait, ce sont les mêmes informations qui sont dites de manière différente, mais totalement paraphrasées. Et j'ai vraiment eu la sensation que ça agrandissait très artificiellement le texte. Et il y a plusieurs fois où je me suis dit, mais en fait, ce livre, on pourrait tellement le condenser pour qu'il soit moitié moins long, et ça serait certainement beaucoup mieux, parce que beaucoup plus rythmé. Donc voilà, ça m'a aussi sorti de ma lecture. Et dernière chose qui m'a énormément sorti de ma lecture, mais ça c'est très subjectif, et peut-être que vous, ça va beaucoup vous plaire. Eh bien, c'est que dans ce récit, il y a une romance un peu impossible entre, voilà, Joanne et un garçon qu'elle n'a pas le droit d'aimer parce que je ne peux pas vous le dire, parce que c'est du spoil, mais l'autrice passe son temps à créer un genre de tension très peu crédible entre Joanne et ce jeune homme, et en fait Joanne passe son temps à se dire « Oh là là, je ne peux pas, c'est trop dangereux !» Mais c'est pile à ce moment-là que le jeune homme en question attrape un objet qui est un petit peu haut sur une étagère, et donc son t-shirt se lève, et oh mon dieu, elle voit le bas de ses abdominaux, et oh mon dieu. Non, vraiment, c'est trop pour moi, c'est trop. Alors peut-être que j'ai passé l'âge, peut-être que je ne suis pas le bon public, mais vraiment ce côté jeune fille qui défaille sous la vue de ses bras musclés, sous la vue de ses abdominaux saillants, alors que cet homme peut causer la destruction totale de sa famille. Bon, on sait que quand on est ado, les hormones et tout, c'est un délire, mais s'il vous plaît, soyez un peu crédible. Voilà, vous allez dire que je suis un petit peu salé avec ce livre, et vraiment, l'humaine, vraiment, je suis désolé de ne pas avoir apprécié, mais je me devais de faire une critique honnête et constructive, mais voilà, j'ai vraiment pas passé un bon moment du tout. Je ne lirai pas le 3e tome, c'est dommage, parce que l'histoire était très prometteuse, et l'univers me plaisait beaucoup. Mais la narration, c'est trop pour moi. Je me séparerai de ces 2 tomes, qui sont, soit dit en passant, extrêmement beaux. Donc je pense que voilà, je ferai plaisir à quelqu'un de plus jeune que moi, je pense, et qui apprécie les récits un petit peu plus young adulte, avec des fonds voilà, de romance. Je me rends compte que j'ai été hyper long sur cet avis, et hyper salé. Je suis navré. Et en même temps, c'est super rare que je parle mal de mes lectures, donc voilà, de temps en temps, ça fait du bien de vous montrer que je ne suis pas que bon public. Et j'avais prévu de parler de 2 autres livres, mais j'ai peur que la vidéo soit un petit peu longue, donc je vous en fais un petit dernier, et après je vous ferai un petit teasing sur mon dernier coup de cœur à date. Mais avant ça, je voulais vous parler d'une BD, mais incroyable, incroyable, un coup de cœur, je pense que ça sera dans mes meilleures lectures de l'année, puisque j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, mais il est sur mon bureau. J'ai lu le 1er tome de The Nice House on the Lake,
de James Tignon 4, fort, et de Alvaro Martinez Bueno, comme le Kinder. J'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé bizarrement. Peut-être que je vous l'avais déjà montré dans un vlog, ou alors j'en ai parlé sur le Patreon. Je ne sais plus, toujours est-il que cette BD est géniale, je vous la recommande 1000 fois. J'ai passé un moment, mais vraiment parfait. Dans The Nice House on the Lake, on va suivre plusieurs personnages, genre vraiment beaucoup, qui ont tous pour point commun le fait de connaître le même homme. Le même homme qui s'appelle... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà celui-ci ? Walter. Tout le monde est copain avec un dénommé Walter. Et un jour, voilà, cette bande de copains, même s'ils sont pas tous copains, il y en a qui se connaissent entre eux, il y en a qui se connaissent pas du tout, ils vont tous recevoir un mail de la part de ce Walter qui va leur dire « Telle semaine, vous avez tous rendez-vous à cette adresse ». Donc il leur donne l'adresse, il leur dit « Voilà, je vous offre, je vous paye des vacances entre copains, genre on va tous se retrouver et on va passer un super moment. » Il leur dit que genre il est même prêt à leur payer le transport, genre ça sera défrayé, tout ça, genre le truc c'est un déplacement pro, wesh. Mais en gros ils ont tous rendez-vous dans cette maison pour passer une semaine de vacances tous ensemble, prendre du bon temps et voilà, juste kiffer quoi. Donc bah bien entendu, la plupart des potes de Walter répondent présents et ils se retrouvent tous dans cette maison, dans cette Nice House on the Lake, puisque la maison domine un grand lac. La maison est paradisiaque, le paysage est incroyable, c'est une maison d'architecte qui peut loger une bonne vingtaine de personnes. Voilà, c'est le luxe, c'est vraiment une maison de rêve, quoi. Et lors de cette première soirée, les différents convives vont voir via leur téléphone, via les réseaux sociaux, qu'un grand cataclysme a frappé New York, puis toutes les grandes villes des États-Unis et du monde. Et via Twitter, via Instagram, via les applis, ils assistent à ce qui semble être la fin du monde, la fin de l'humanité. Assez rapidement, notre petit groupe, enfin notre grand groupe d'amis, va se rendre compte qu'ils ne peuvent pas sortir de la propriété, enfin ils peuvent sortir de la maison, mais ils n'arrivent pas à sortir de ce grand domaine. Et il s'avère que l'invitation de Walter n'était peut-être pas si innocente, et que peut-être que Walter voulait les préserver de la fin du monde, et que Walter n'est peut-être pas qui il prétend être. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus, parce que c'est une BD qui se déguste, qui se savoure, qui se découvre, mais j'ai passé un superbe moment. Le dessin est excellent, l'atmosphère est géniale, et ce qui est génial, c'est que le ou les scénaristes ont vraiment pensé à tout. Parce que je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive très souvent dans un récit de fantasy, dans un récit fantastique, de SF, que sais-je, de penser à un truc et de me dire, bah, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça ? Et là, à chaque fois que dans ma tête, je me disais, bah, ils ont qu'à faire ça. La case d'après, ça se passait. Et c'est hyper cool de se dire, ah, c'est génial parce que le scénariste a pensé à tout et il a pensé à la réaction que peut avoir son lectorat face aux actions qui se passent pour ces personnages. Et j'ai vraiment trouvé ça brillant, le fait qu'ils aient pensé à tout, que l'univers soit aussi bien posé, et que vraiment il y ait plein de mystères qui se mettent en place, mais on les résout suffisamment rapidement pour nous garder comme ça en haleine jusqu'à la fin de ce premier tome. A noter que 2 tomes sont déjà parus de ce comics, mais il y en aura d'autres. En gros, le premier cycle est composé de 2 tomes, mais on sait d'avance qu'il y aura un deuxième cycle qui sera lui peut-être aussi composé de 2 autres tomes, et peut-être qu'il y aura encore plein d'autres cycles, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une excellente BD, que je vous recommande vraiment très très chaudement, et vous verrez, au tout début, on peut avoir un petit peu peur quand on commence, parce qu'il y a énormément de personnages, et chaque personnage représente un archétype. On a l'artiste, on a le banquier, on a l'informaticien, enfin genre vous voyez un petit peu le délire. Et d'ailleurs chaque personnage est symbolisé par un genre de petit logo qu'on retrouve sur la couverture, logo qui est attribué dans le récit par Walter au personnage. Et c'est un super moyen de se souvenir de qui est qui et de quelles sont leurs caractéristiques principales, parce que les logos, mine de rien, ils sont
assez bien pensé. Bref, je ne vous en dirai pas plus, mais je vous recommande très chaudement de vous plonger dans The Nice House on the Lake. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Juste à noter, petit coup fourré de la part de Urban. C'est pas hyper sympa. Le premier tome coûte 15 €, ce qui est hyper cool. Ce qui est vraiment pas très cher parce que la BD est très grande et assez épaisse. Et voilà, c'est un très bel objet livre. Mais le second tome coûte 20 €. L'augmentation de 5 € entre le tome 1 et 2, là, pas sûr qu'elle soit justifiée. Mais bon, c'était vraiment très bien, donc je leur pardonne. Bon, et là-dessus, je vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps, parce que le but, c'était vraiment de vous faire un petit update lecture. Sachez juste, avant que je vous laisse, que hier soir, j'ai terminé ma lecture de Babel, de R.F. Kuang, qui vient de paraître chez De Saxus. Je vous en parle dans la prochaine vidéo, parce que... quel coup de cœur! Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Je préfère m'arrêter ici, et puis travailler un petit peu sur le montage, et vous sortir ça assez rapidement. Là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les dernières lectures que vous avez faites. Si vous avez 2 ou 3 petits coups de cœur à me recommander, je suis toujours preneur. Là-dessus, comme d'habitude, eh bien, prenez bien soin de vous. Faites de belles lectures. Et puis je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao!